reprend cette deuxième partie de séance et on va laisser la parole à Pinar Selek qui a l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui. Donc je le rappelle, Pinar Selek est enseignant-chercheur à Lyon et Strasbourg en sociologie et sciences politiques, qui est militante féministe et antimilitariste, et donc exilée en France pour avoir été condamnée en Turquie, pour avoir refusé de donner donc ses sources qu'elle avait collectées dans une enquête qu'elle avait menée là-bas. Voilà, donc on est très contents de t'avoir avec nous et on te laisse la parole donc, pour une intervention sur le féminisme, les mouvements féministes turcs dans la nation et le nationalisme. Bonjour, vous avez la pêche? D'accord. Alors, je vais essayer de ne pas être très longue pour pouvoir discuter après. Mais c'est un sujet assez complexe parce que la question, je crois qu'il y avait, je ne sais pas, pourquoi le mouvement féministe en Turquie met en question les fondements de l'État-nation turque. Alors, qui est lié à plusieurs questions en même temps. Quels sont les rapports avec les fondements de l'État turc et l'État-nation turque, avec les rapports sociaux de sexe? Et pourquoi le mouvement féministe il a mis en question tous ces fondements et comment elle a pu faire aussi. En parlant de tout ça, je vais vous raconter aussi les effets de ces remises en question dans l'espace militant en Turquie. Parce que c'est important de dire que pourquoi le mouvement féministe a mis en question les fondements de l'État turc, mais aussi quels sont des effets de ça. Alors, je vais vous parler aussi de la transformation de l'espace militant contestataire en Turquie, parce que j'observe qu'il y a une révolution, une sorte de révolution sociale qui continue depuis une vingtaine d'années dans l'espace militant en Turquie. Et le mouvement féministe a joué un rôle très important dans cette transformation. Voilà. Et l'histoire sociale du féminisme révèle comment les féminismes, les différents féminismes, se forment dans les contextes différents où les mécanismes forment, définissent et reproduisent les divisions entre les sexes conformément aux besoins des structures dominantes dans chaque contexte différemment. Alors, comment les féminismes sont différents par rapport à chaque contexte. Voilà. Alors, l'histoire, les racines du féminisme en Turquie prolongent bien loin dans l'histoire, en Turquie, dans l'Empire ottoman, au début du 19e siècle. Il y a plusieurs recherches là-dessus, c'est pas moi qui ai fait, mais en Turquie il y a plein de recherches là-dessus qui montrent que, par exemple, au 19e siècle, à l'Empire ottoman, plutôt à Istanbul, disons, parce que c'était la capitale à l'époque, il y avait au moins 30 ans d'associations, 20-25 revues pro-féministes, mais qui ont des revendications assez radicales à l'époque. Si vous voulez discuter, on peut discuter après, je vais passer très vite maintenant. Mais je peux dire que ces organisations, ces associations, ces revues étaient formées pas seulement des femmes turques, mais aussi arméniens, juifs, grecs, kurdes, qui étaient dans l'Empire ottoman à l'époque. Avec le génocide des Arméniens en 1915, premièrement, ils ont eu un coup assez important, les féministes, les pro-féministes à l'Empire ottoman. Et après, l'exclusion des non-musulmans, et après toutes les politiques nationalistes, a turquisé un peu le mouvement féministe aussi. Voilà. Et il faut dire que, premièrement, la Turquie
moderne qu'on parle aujourd'hui s'est constitué en 1923. Mais c'est commencé à se construire bien avant, un peu bien avant, à la fin du 19e siècle. Il s'agit des jeunes Turcs. Il faut que je parle de ça pour que vous voyez un peu le contexte, parce que sans savoir le nationalisme, la force du nationalisme en Turquie, c'est difficile de voir pourquoi le mouvement féministe a dû remettre en question tout ce processus. C'est difficile de comprendre le système militariste aussi, et la militarisation dans la société. Et je pense que, surtout en France, quand je fais des conférences, tout le monde dit « Ah, l'islamisation maintenant, c'est l'islam en Turquie ». Je dis toujours que oui, c'est un problème, mais le problème essentiel en Turquie, c'est le nationalisme. Et maintenant, le nouveau gouvernement, le nouveau et ancien gouvernement, il est un nationaliste ottoman. Une néo-nationaliste ottomane, mais c'est toujours le même fil continu. L'islamisme maintenant, il est intégré au nationalisme qui est très important toujours en Turquie. Alors, dans l'Empire ottoman, il y avait un système de millets, il y avait des communautés, et dans ce système se fonctionnait avec les guerres. Les revenus principaux étaient les guerres. Et l'Empire ottoman légitimait ce guerre avec une mission en disant que nous sommes l'épée de l'islam. Alors il faisait toutes les guerres avec l'islam. Donc dans cette société, tous les hommes musulmans étaient obligés, pas le service militaire, c'est pire que ça, à aller à la guerre. Mais des guerres qui continuaient 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, ou 5 ans, 3 ans, parce qu'un finit, l'autre commence. C'est comme ça. Et tous les hommes musulmans devaient être présents à la guerre. Même les âges étaient différents. Parce que quand on avait besoin des soldats, même que vous avez 50 ans, vous deviez partir. Et dans cette époque, seulement les non-musulmans, les communautés non-musulmanes n'allaient pas à la guerre. N'avaient pas le droit de toucher aux armes, aux épées, même. Alors, c'est eux qui faisaient l'artisanat, c'est eux qui faisaient le commerce, c'est eux qui, etc., etc. Alors, là-bas, il s'est développé une classe qui pouvait développer le capital économique, le capital d'éducation, des relations internationales, etc. Mais à la fin du 19e siècle, je n'entre pas dans les détails, mais quand l'Empire ottoman ne pouvait pas répondre à tous les développements du siècle, il a commencé à vivre une crise. Alors les jeunes Turcs qui avaient fait leurs études en France, en Allemagne, etc., qui avaient bien appris le positivisme et qui avaient bien appris le nationalisme, etc., le darwinisme social, et ils ont décidé de changer la structure de l'État, de créer une État-nation. Alors, il fallait créer aussi une nation. Il fallait créer une nation. Parce que les Turcs, à l'époque, même, par exemple, le langage de l'Empire ottoman n'était pas en turc. C'était un langage très, très compliqué. Par exemple, moi, ni mon père, ni toute ma génération, ou les générations de ma mère, etc., on ne comprend pas ce qu'ils disent dans les lois de l'Empire ottoman, tous les écrits. On ne comprend même pas des Voltaire, des Rousseau de version ottomane. À l'époque, qu'est-ce qu'on a écrit? On ne comprend pas. C'est un autre langage. Un peu arabe, un peu perse, un peu grec. C'est un mélange de langage. Et dans cette époque, les Turcs étaient plutôt des nomades à l'Anatolie. Alors, sans avoir une capitale économique, ils n'avaient pas de capital économique, ils étaient toujours dans les guerres, alors ils n'avaient même pas de propriétés, ces gens-là. Alors ils ont choisi les Turcs, et comment on va faire? Alors ils ont décidé de faire le génocide des Arméniens, premièrement, parce que les Arméniens c'était le plus nombreux communauté, plus étendue communauté de l'Empire ottoman, et avec cette capitale,
créer une nation. Mais pour créer une nation, il fallait créer un État, parce que ça sera avec un peu de violence aussi, parce que il n'y avait pas des Turcs vraiment. Il n'y avait pas un langage écrit, etc. Et après, au moment de la Première Guerre mondiale, ils ont utilisé, comme plusieurs génocides, l'histoire des génocides dans le monde, toujours on utilise les contextes un peu conflictuels. Alors, ils ont utilisé les jeunes turcs, c'est la Première Guerre mondiale, avec la collaboration des pro-nazis, disons, allemands. Et après, c'est les kémalistes qui ont continué ce projet, qui ont mis en place ce projet de l'État-nation et de création de la nation turque. C'est une époque très très difficile. Premièrement, ils avaient nettoyé tous les Grecs, de l'Anatolie des Grecs, par exemple. Ils avaient nettoyé de l'Anatolie, entre guillemets nettoyé. Ils ont dit comme ça, c'est un nettoyage des Grecs, ils ont expulsé. Et ils ont continué aussi le génocide entre 23 et 36 dans le territoire. Et comme avant les Kurdes, ils avaient participé, comme ils étaient musulmans à l'époque de l'Ottoman, au génocide des Arméniens ensemble, parce qu'ils croyaient qu'ils allaient participer à cette création de l'État, de nouveaux États modernes. Mais les communistes avaient pris la décision de créer une État-nation turque. Alors ils ont dit aux Kurdes, non, vous n'êtes pas de Kurdes, vous êtes Turcs. Alors il y a eu un slogan que moi, tout le monde, d'où aussi, tous les Turcs, ou tous les Kurdes, et même tous les Arméniens qui vivent en Turquie, on a grandi avec des slogans partout dans nos écoles, heureux à ceux qui disent je suis turc. Même on devait crier le matin, etc. Ça. Parce qu'on avait accueilli les groupes musulmans et les communautés musulmanes qui venaient de Caucase, qui venaient des Balkans, des pays Balkans, parce que vraiment, les Turcs, ils n'avaient pas, non, ils n'étaient pas très très nombreux aussi dans l'Anatolie. Et les Turcs sont des gens, sont des communautés qui ont une physique un peu particulière aussi. Alors, mais quand vous allez en Turquie, vous voyez plein de types très différents. Alors, ils ont dit que on vous accepte si vous êtes musulman. Alors, l'islam, c'était le fil conducteur. Alors, il n'y a jamais eu une vraie laïcité qu'on comprend en France, en Turquie. Si vous êtes musulman, on vous accueille parce qu'on a déjà envoyé les non-musulmans et on a pris leur terre, leur argent, etc. Et si vous vous dites que vous êtes turc, vous êtes bienvenu. Alors, c'est pas important la race, mais il faut dire turc. Alors, c'est rien heureux. Et quand j'étais enfant, quand j'avais vu ça, parce que nous avions des voisins arméniens qui ne nous disaient pas turc, parce qu'on ne disait pas turc pour les Arméniens, on les disait madame, monsieur, même on les appelait comme ça, on les appelle maintenant comme ça, en français on les appelle madame, monsieur. Et moi je me demandais, est-ce qu'ils sont français, pourquoi vous dites ça, etc. Et parce qu'ils ne sont pas turcs. Et quand j'avais vu dans les affiches, dans les grands pancartes comme ça, heureux qui se disent je suis turc, je me disais, est-ce que les Arméniens ne sont pas heureux dans ce pays? Voilà, alors c'était ça, mais pas pour les... et quand ils ont refusé aux Kurdes, parce que les Kurdes vivaient dans une autonomie aussi, comme plusieurs communautés dans l'Empire ottoman, quand ils ont dit que non, vous êtes turcs, alors il y a eu des rébellions kurdes jusqu'au 38-39 qui sont continuées et qui sont réprimées. Centaines, milliers de personnes étaient mortes à cette époque. Voilà. Mais pour les Turcs aussi, c'était difficile cette époque parce que l'État-nation avait choisi un nouveau modèle turc, un nouveau citoyen turc. Comment il va s'habiller, comment il va parler. Alors ils ont changé l'alphabet, ils ont changé le langage. Ils ont créé des dictionnaires et on ne savait pas quoi dire quoi, etc. Ils ont interdit tous les autres langages que le turc.
Et le service, le mécanisme militaire était, était responsable de mettre en œuvre de tous ces processus. Alors les hommes ils avaient une sorte de sarık, une sorte de chapeau, pas de chapeau, mais une sorte de turban, pas turban, mais une sorte de des fesses, par exemple. Alors, ils devaient l'enlever, ils devaient mettre des chapeaux à l'Européen. Et si vous ne mettez pas, c'était la prison. C'était vraiment très, très dur. C'était un processus très dur. Alors, il fallait changer les langues, il fallait changer les habits, il fallait mettre une cravate. Voilà. Et les femmes, dans ce processus, aussi devaient changer tout. Alors, il fallait enlever le turban, le voile. Il fallait mettre les cheveux courts. C'est pour cela que quand j'étais venue en France, je vis en France depuis 2012, décembre 2011, et moi je suis dans les mouvements féministes, et mes copines féministes en général elles ont des cheveux courts. Parce qu'ici l'histoire sociale est différente. Et nous, plutôt les femmes féministes en Turquie, nous avons des cheveux longs. parce que c'était une obligation. Tu devais avoir des cheveux courts et des jupes courtes. Pour une modèle moderne, mais pas de décolleté. Assez militaire, des cheveux courts, des jupes courtes, mais très sérieux. Voilà. Et alors, avant de continuer cette époque, ce processus, je vais dire une chose qui est très très importante dans notre histoire du féminisme. Ces femmes, ces quelques femmes qui sont restées, les Turcs qui sont restés bien sûr, de mouvements pro-féministes, elles se sont réunies. C'était juste au début de 1923, elles ont dit qu'on ne peut pas laisser, parce qu'elles étaient vraiment radicales. Sinon, on peut discuter après, je peux vous même donner des noms de recherches, etc., et traduire en français aussi sur ce sujet. Alors, elles ont dit, on ne peut pas laisser notre destin aux mains des hommes, nous allons créer un parti politique. C'est la première initiative du parti politique en Turquie, c'est le Parti progressiste des femmes. Et elles ont créé ce parti en 1923. Mais comme à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'éligibilité, etc., elles avaient trouvé quelques hommes collaborateurs avec eux, et ils ont décidé, mais le parti s'appelait Femmes, des partis des femmes. Alors, ils ont demandé, etc. Atatürk, il est très fâché, mais vraiment fâché. Et tous les fondateurs de la République, ils sont très fâchés, parce que les femmes n'avaient pas le droit de faire des travaux indépendants entre elles. Elles ont une mission pour la nation. C'est eux, c'est les hommes qui vont décider comment elles vont agir, etc. Alors, ils interdisent le parti, et elle ne peut pas continuer, et ils excluent tous ces leaders de ce parti du champ politique, du champ social, etc. Et au moins 4 ou 5 entre elles, c'est les plus actifs, elles ont des fins comme Camille Claudel en France. Alors elles finissent leur vie dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Et après, toutes les organisations, toutes les tentatives des organisations des femmes autonomes étaient interdites. Mais ils ont créé une autre organisation des femmes, c'est l'État qui crée cette organisation, c'est les fondateurs de l'État. C'est Union des femmes turques. Dans son programme, il dit que nous sommes l'Union des femmes turques. Nous avons la mission d'apprendre à la population qui ne sait rien du tout, ils ne disent pas ça, mais
des valeurs de la République et de valeurs de la nation turque, etc., etc. Alors elles vont partout pour apprendre au peuple comment il faut vivre, comment il faut s'habiller, etc. Mais entre autres, il n'y a pas noir et blanc. En même temps, elles apprennent aux femmes kurdes, ne pas parler turc, mais kurde aussi, hein, elles font ça. Mais en même temps, quand il s'agit de violences conjugales, des mariages forcés, etc., elles interviennent aussi. Alors, il y a deux dimensions aussi pour ces femmes. À cette époque, on disait, il y a plein on peut trouver plein de documents. La femme doit être une bonne patriote, une bonne travailleuse, une bonne mère. Alors, on ne met jamais en question la vie de famille, etc., etc., parce que la famille va renforcer la nation, va renforcer l'État. Mais dans ce contexte, les femmes devaient être très visibles dans les sociétés, dans le travail. Alors, ils ont ouvert toutes les universités aux femmes, alors surtout l'obligation de l'éducation, surtout le premier degré, était valable pour tout le monde. Mais les Kurdes, par exemple, c'était une résistance et ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. C'était une résistance. Même le voile est devenu une résistance dans l'Anatolie. Résistance à l'élitisme, résistance au nationalisme, parce que enlever le voile, c'est-à-dire c'est les Turcs qui nous forcent de nous déshabiller, de nous mettre des différents costumes, c'est pas nous, etc., etc. Il y avait différents types de résistance dans l'Anatolie comme ça. Et la trajectoire des filles adoptives de Atatürk, c'est un très très bon exemple. Et Atatürk, il avait des filles adoptives. Alors, il interdisait des femmes de s'organiser entre elles, d'accord. Il a créé l'Union des femmes turques, et après, il a adopté les filles. Premièrement, son nom, il a changé son nom. Avant, c'est Mustafa Kemal, comme Jean-Pierre. Mais on disait que Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, c'est-à-dire blessé de guerre. Mais un peu islamique. Avant, son nom, Gazi Mustafa Kemal. On disait toujours Gazi Mustafa Kemal, blessé de guerre, comme héros. Il n'est pas mort, mais il est blessé de guerre. Et après, il a changé son nom. Il a mis un nom, parce qu'il y avait une loi de mettre les noms. Atatürk. Que veut dire Atatürk? Père de Turc. Ata, ça veut dire père. Turc. Alors, le représentant de l'État se veut comme être père de tous les Turcs. Voilà. Et aussi, on le considère comme enseignant de tous les Turcs. Toujours, il y a des photos devant les tableaux noirs qui leur enseignent à parler turc, écrire en turc, A, B, C, etc. Voilà. Et il a adopté les filles. Alors, ces filles, une, c'est une professeure, l'autre, c'est une médecin, l'autre, c'est les plus connus, Sabiha Gökçen, c'est une pilote de chasse. Des cheveux courts, des jupes courtes, mais très fermées. Voilà. Et c'est elle qui a bombardé les Kurdes qui révoltaient contre ce système nationaliste. Et maintenant, à son nom, il y a plusieurs aéroports, un aéroport, mais il y a plusieurs place de Sabiha Gökçen, rue de Sabiha. Elle est très très importante. Elle est un symbole de la nation. Et après des années, quand le mouvement arménien il a commencé à se montrer en Turquie, ils ont dit qu'elle a été prise d'une orphelinat arménienne, que sa famille, elle était rescapée du génocide. Non, pas rescapée, elle était tuée dans le génocide. Et quand ils ont dit ça, ils ont dit que c'est une thèse, ça. Ils ont écrit dans le journal. Et c'est devenu une crise en 2006. C'est une crise nationale. L'état-major a fait une déclaration. Tu ne peux pas dire ça pour les symboles de la nation.
tu diminues, tu humilies la nation turque, etc. Après, le chef, un rédacteur du journal Hrant Dink, il était tué par l'État en 2007 en Turquie. Alors, c'était comme ça. Cette femme, c'était une symbole. Et alors, toute la génération de ma grand-mère, de ma mère même, elle se croyait émancipée. Parce que quand vous entrez dans les universités, à l'époque, le nombre de femmes était très très haut. Même quand on fait une comparaison avec la France, etc., et vous voyez, par exemple, pas seulement des maîtresses de conférences aussi, parce qu'ici en France, quand vous montez l'échelle, les femmes s'évaporisent. Mais en Turquie, c'était important de les mettre un peu partout. Parce que l'égalité, ça voulait dire, parce que c'est un pays génocide, qui s'appuie sur un génocide, qui s'appuie sur une violence totale, alors en même temps, c'était important de créer une identité nationale moderne qui est différente de l'Empire ottoman et qui veut montrer qu'à l'Europe, aux nouveaux alliés, que moi, autour de la femme, à travers la femme, je me suis ouvert à tout. Voilà, et comme ça, il a construit le capitalisme, etc. aussi autour de ça. Alors, j'ai oublié de dire, il y a eu plein de réformes à cette époque. En 1926, les femmes avaient le droit de vote. En 1938, elles avaient le droit d'éligibilité. Et elles ont été beaucoup mises en candidates, etc., dans l'Assemblée nationale. Et je ne me souviens pas les chiffres, mais il y avait même plus que maintenant. La présence de femmes était plus que maintenant. Parce que maintenant, on parle d'une conservatisation, etc. Mais à l'époque, les femmes étaient visibles. Voilà. Alors, université, des juges, bureaucratie, etc., c'était la même chose. Et alors, c'était leur mission de participer activement à la construction de la nation turque. Et ma mère, après, elle est devenue plus gauche, mais quand elle était devenue plus critique, disons. Mais quand elle était jeune, quand elle a fini l'université de pharmacie, alors à Istanbul, elle allait ouvrir une pharmacie. Mais avant, elle disait que moi, j'ai une mission. Elle va en Anatolie, elle reste 2 ans pour enseigner bénévolement à des enfants avec une rosette, je ne sais pas pourquoi, et elle revient. Maintenant, elle a changé ses idées après. Mais à l'époque, c'était même avant de faire quelque chose de personnel, il faut que je serve les républiques. Les femmes étaient comme ça. Et alors, c'était difficile de créer un mouvement féministe avec les femmes qui se croient émancipées et qui croient qu'Atatürk, c'est leur sauveur. Comme croient maintenant les femmes kurdes pour Öcalan, par exemple. C'est une autre discussion, mais toujours il faut avoir des questions. Il ne faut pas toujours dire oui, c'est l'émancipation, c'est la libération pour les femmes. Il faut toujours poser des questions. Et une demi-siècle plus tard, à partir des années 80, c'est la même chose. Si vous vous souvenez d'O aussi, il a dit que le mouvement antimilitariste il a commencé à partir des années 90, le mouvement féministe un peu plus tôt, parce que c'était une époque de changement d'échelle pour la Turquie. Et a commencé à dénoncer cette entre guillemets émancipation fausse de la femme pour servir à la nation. Et alors, c'est pour cela, c'est la première fois, c'est le mouvement féministe qui a dénoncé cette image fausse. Et c'est pour cela elle représente une dissidence inédite pour la structure républicaine. Parce qu'elle a touché à un symbole et au modèle de la construction de l'État. Parce que comme la femme était le symbole de cette république, quand elle a touché à ce symbole, elle a déconstruit plein de choses.
Mais pourquoi c'est devenu assez tard? Alors j'ai donné pourquoi on a dû attendre jusqu'aux années 80. J'ai donné la première réponse. J'ai dit que les femmes à l'époque se croyaient émancipées. Parce qu'il y avait une vraie différence aussi par rapport à l'Empire ottoman, à la situation des femmes. Aussi, il ne faut pas oublier que ça a apporté plein de choses aux femmes. Elles ont accès à plusieurs choses, elles se sont renforcées aussi. Mais toujours avec une caractère très nationaliste et très militariste. Et en général, les femmes, quand il y a des enquêtes, etc., pas maintenant, mais avant les années 80, elles aiment beaucoup l'armée. L'armée, c'est la sauveur de la modernité en Turquie, c'est la gardien de la laïcité, c'est l'État qui sauve les femmes. Alors, les femmes adorent l'État turc, adorent l'armée, etc. Voilà. C'est l'image de l'époque de ma mère, disons. Et parce que aussi, à partir des années 60, ça pourrait commencer même avant le mouvement féministe. Par exemple, quand les mouvements féministes en France, en Europe, surtout le féminisme radical qui est devenu plus large à partir des années 80, peut-être ça pourrait avoir des effets sur la Turquie. Mais ça n'a pas donné des effets. Ça n'a pas eu des effets. Parce que quand dans ces pays il y avait les années 68, les mouvements 68, etc., chez nous il y avait des mouvements de révolution. Alors en Turquie, entre les années 60 et 80, le mouvement de gauche, mais le mouvement gauche révolutionnaire plutôt, vraiment, ils étaient très actifs dans l'écriture du répertoire de l'espace militant. Il y avait à peu près plus que 100 groupes qui étaient assez actifs et les syndicats étaient très très forts. Il y avait des grèves politiques avec des revendications politiques, des grèves généraux pour changer une loi, etc. Tout s'arrêtait. Alors c'était une époque assez conflictuelle aussi dans tout le monde entier aussi. Et la Turquie, il y avait plein de groupes qui étaient influencés par ce qui se passe en Amérique latine, une partie de la Chine, il y avait des maoïstes, il y avait des communistes, il y avait des révolutionnaires, mais ils avaient une base sociale très très large. C'est ça qui est différent d'aujourd'hui. Par exemple, 1 million de personnes faisaient les grèves ou participaient aux manifestations de grève dans un jour. Voilà, c'était une époque assez... Et c'est pour cela le coup d'État de 80, il est organisé au niveau international. Maintenant, tout le monde l'accepte par l'OTAN, etc. Parce qu'après Chili, c'était un danger. Et parce qu'il était juste à côté de l'Union soviétique à l'époque, etc. Et c'était ils ont organisé un coup d'État assez meurtrière. 1 million de personnes, ils étaient en prison. C'est pas rien ça. Même les livres de Éluard, Paul Éluard, Aragon, ça pourrait être une cause d'être emprisonné. Peut-être pas 10 années, mais un mois. Mais il y a eu plein de personnes qui ont resté en prison 20 ans, 25 ans de cette époque. Et plein de morts, 300 000 exilés officiels. Voilà, c'était une époque de destruction, de tous les mouvements contestataires, surtout ceux qui étaient très forts, des mouvements de gauche en Turquie. Et les mouvements kurdes se développaient à cette époque, vers les années 80, ils avaient commencé à se montrer au sein du mouvement de gauche, il y avait des séparations, etc. Mais ils s'identifiaient dans le mouvement de gauche aussi. Voilà, c'était une époque comme ça. Et le mouvement féministe, si on arrive, émerge dans cette époque, directement 80-81. Elles ont dû attendre toute cette époque parce que quand il s'agissait de la révolution,
Et les femmes ne pouvaient pas s'organiser en tant que telles, entre elles, parce que vraiment l'idée de révolution était dominante dans cet espace. Et tous ces... J'ai 10 minutes. Alors, je passe pas, mais tous ces rapports sociaux de sexe structuraient ces mouvements. Alors, les femmes n'avaient pas des postes assez larges, c'était des organisations assez patriarcales, etc., etc. Et les revendications, c'était les causes de femmes, c'est après la révolution. Mais ils étaient très très forts. Et quand il y a eu le coup d'État, les femmes se sont retrouvées devant les prisons. Comme elles n'avaient pas des postes très très grands, elles ont pu s'échapper. Et comme il y avait plein de groupes, alors toutes ces femmes, ils se sont organisées pour solidarité avec les prisons, je ne sais pas, contre les violences de coup d'État, etc., en s'appuyant aussi sur les réseaux des mouvements de gauche. Mais en même temps, elles ont commencé à discuter. Dans votre organisation, c'était comment? Chez nous, c'était les Moïse, c'est communiste, et c'est commencé à une prise de conscience assez importante. Et comme il y avait des féministes à cette époque qui sont venus qui sont partis le jour du coup d'État, ils ont resté un peu, etc. Alors il y a eu des traductions des livres de l'époque de Cathy Millet, etc., etc. Alors elles ont lu ensemble ces livres. Alors il y a eu une politisation du mécontentement à cette époque. Et tout de suite, ils ont commencé à mettre en question la gauche et l'État turc en même temps. Et ils ont dit que la femme révolutionnaire a pris le relais de femmes républicaines. Et elles ont mis en question toutes ces vérités dominantes de l'époque. Mais en même temps, elles ont mis en question la forme d'organisation, la forme d'action, les modes de créer des actions, etc. Alors, elles ont discuté des groupes de conscience, etc. Je passe très vite. Et toutes ces mises en question a créé une libération cognitive à cette époque. Et elles ont influencé les premières gays et lesbiennes à cette époque. Tout de suite après, des années 83-84, les gays et lesbiennes, pas très ouvertement, mais elles ont commencé à créer des groupes dans les universités, mais toujours autour du mouvement féministe. Et à cette époque-là, on voit des nouveaux groupes comme les antimilitaristes, comme les Verts, écologistes sociaux un peu plus radicaux que les Verts ou les écologistes, etc. Ils commencent à se structurer, mais toujours, il y a un nouveau cycle de contestation qui commence à se créer, mais les féministes ont eu un rôle très important en, premièrement, montrant avec le doigt l'État et la gauche en même temps, parce que les LGBT aussi avaient des critiques un peu les mêmes pour l'État et la gauche, et les antimilitaristes aussi, etc. Alors, ils se sont réunis autour des mêmes idées, des mêmes critiques, etc. C'est pour cela, par exemple, le mouvement LGBT en Turquie, il est assez féministe par rapport à la France. Tous les discours même les gays, parce qu'ils s'organisent ensemble, et c'est le plus proche allié du mouvement féministe en Turquie, c'est très différent que la France. Voilà. Il y a des différences, bien sûr. Et après, il y a eu plusieurs changements. Mais après un moment, quand il s'agit de la répression, la répression peut avoir des effets très différents. Un des effets, c'est la convergence des luttes. Moi, j'étais dans les prisons 2 ans et demi. Je sais bien, il y a plein de groupes qui, si tu es dehors, tu ne vas pas même donner une cellule. Il y a des groupes très... Mais quand il y a une direction fasciste, vraiment, tu dois être avec. Tu fais avec. Tu commences après, quand tu fais avec, tu commences à raconter des histoires, etc. Alors, l'espace militant en Turquie est un peu comme ça. Comme il y a une répression assez forte, et il y a une convergence des alliances obligées un peu. Mais à un moment donné, même s'il est obligé, tactique, stratégique, etc., il y a plusieurs tactiques d'adaptation. À cette époque, je ne veux pas citer tout ça, mais ça, une des tactiques d'adaptation, c'est des alliances.
Et c'est créer des luttes, des voyages, des concepts, des voyages, des expériences, des voyages, des idées, etc. Et tous ces voyages, à un moment donné, créent des effets, des conflits internes. Par exemple, comme tu l'as dit, dans le mouvement antimilitariste, les femmes commencent à dire, parce que le mouvement féministe devient de plus en plus fort, alors les antimilitaristes ils disent que mais nous, on fait seulement un travail arrière pour les objecteurs de confiance, nous, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien les lesbiennes commencent à dire que nous, les gays, ils sont plus avant que nous. Dans le mouvement kurde, c'est la même chose. Mais aussi, dans le mouvement féministe, les femmes kurdes disent que non, vous êtes très turcs, ou bien les lesbiennes disent que ce mouvement, il a des revendications très hétéronormatives, etc. Alors, il y a des conflits internes qui ont ouvert des débats assez importants. Et on a commencé à voir des militants, plusieurs militants, qui ont des multi-engagements. Et après, c'était des années 90, 95, 2005, disons. Et à partir de 2005, nous voyons que les anciennes structures qui ont eu une mission assez importante dans l'écriture, dans l'émergence de ce nouveau cycle de contestation, ont commencé à perdre leur poids. Ils ne sont plus les acteurs principaux de la contestation parce que maintenant, il y a c'est des réseaux militants et qui sont formés par des militants qui ont des multi-engagements et qui ne sont pas directement identitaires de quelque chose, etc., ont pris un relais assez important. Alors, le mouvement féministe, il a été toujours, pas les organisations féministes maintenant. Les organisations féministes, ils avaient une mission jusqu'aux années 95, disons. Mais à partir de 95, c'est plutôt dans les réseaux, dans les communautés militantes que toutes ces idées deviennent assez importantes. Et par exemple, au moins pour dire pour le mouvement kurde ou pour le mouvement de gauche traditionnel, pour eux, l'homosexualité, c'était une perversité bourgeoise. Ils disaient ça jusqu'au... Mais maintenant, ils font des commissions LGBT, etc., parce que l'autre fait, alors il faut faire, etc., parce que le mouvement LGBT devient fort, et très allié avec le mouvement féministe aussi, et surtout les plusieurs groupes de gauche, mais même stalinistes, ils ont mis dans leur programme le mot féminisme. C'était important. Alors ça, c'est... Mais en même temps, je vais dire que c'est pas un espace homogène. Je vous ai parlé que les structures ont perdu leur poids. Et maintenant, il y a un réseau militant qui est très différent, qui fonctionne avec des alliances un peu, des collectifs ponctuels, etc. Mais il y a toujours une transmission et la nouvelle génération participe à cet espace qui est en train de se transformer et qui apporte leurs expériences et leur savoir-faire aussi. C'est pour cela que les événements de Taksim on peut se faire. Ils ne peuvent pas tomber du ciel. Ça s'appuie sur ces transformations assez importantes. Et je veux finir maintenant en disant que le mouvement féministe, grâce à sa vision qui articule les différents rapports de domination, les différents systèmes de domination dans les sociétés, a pu avoir une perspective de lutte assez importante et qui est, comme c'était des anciens ex-militants de gauche aussi, elles étaient prêtes à faire ça aussi, mais elles critiquaient beaucoup les mouvements de gauche en même temps, mais elles étaient prêtes à être solidaires, à faire des choses ensemble. Alors, cette ligne radicale a permis aussi aux convergences des luttes. Ce n'est pas seulement la répression de l'État a fait ça. Il y a plusieurs facteurs qui ont joué un rôle, mais cette perspective, cette critique du mouvement féministe a joué un rôle très, très important. C'est fini. Merci beaucoup. Merci, Pinar. Et bien du coup, c'est le moment de discuter d'abord en fait, sur le papier de Pinar et puis progressivement en élargissant librement entre les deux communications qu'on a eues aujourd'hui.
Mais déjà, peut-être qu'on peut commencer des questions, remarques, demandes d'éclaircissement par rapport à ce qui vient de nous être dit. Ouais. Juste une question que peut-être ça va être temps, mais justement comment ça se situe aujourd'hui, cette mouvance féministe dans le contexte récent des 4-5 dernières années et de l'évolution de la situation politique en général. Comment ça se passe aujourd'hui pour la mouvance féministe dans la Turquie d'aujourd'hui. On essaie d'en prendre plusieurs alors, ouais. Oui, du coup, complément, moi je ne connais pas du tout la Turquie, donc c'est peut-être une question qui est complètement surprise. Oui, c'est bien de... Du coup, on entend parler vachement de la laïcité, et moi je ne me suis jamais penchée plus que ça sur la question par rapport à la Turquie, et par contre je me pose la question par rapport au mouvement féministe, comment ils utilisent la laïcité, enfin, c'est quoi le rapport entre l'État et les féministes aujourd'hui avec ce concept pareil qu'en France, quoi. D'accord. Une dernière Oui. Alors peut-être pour continuer dans la même veine, moi je voulais poser une question sur la religion et sur le rapport entre les féministes et l'islam et sur les groupes justement de féministes islamiques. Il y a des femmes en Turquie qui sont très en avance dans certaines exégèses du Coran et qui proposent même de penser certains hadiths et de ne pas les inclure, etc. Ouais. Donc comment ce mouvement féministe religieux rentre en... D'accord. Merci. Oui, une dernière. Oui. Est-ce qu'il y a comme en Tunisie un féminisme d'État, un féminisme qui a été conçu par Atatürk ou par la suite vis-à-vis de la société civile? Ouais, je vais dire. Alors, c'est bien, toutes les questions sont liées, alors c'est bien. Je vais commencer par la laïcité. Alors, la Turquie n'a jamais été laïque. Premièrement, il faut dire ça parce que, en différence de la France, comme l'islam, c'était le fil conducteur de la construction de la nation turque, alors c'était très important que l'État-nation contrôle tout. Il faut contrôler tout. Alors, il faut contrôler comment tu t'habilles, il faut contrôler comment tu te fais, mais il faut contrôler aussi comment tu pries. Alors, ils ont dit que c'est l'État, à partir de 23, c'est l'État qui nomme toujours les imams, mais pas les alévis, parce qu'ils ont choisi, ils disent qu'on est laïque, etc. Ils ont même écrit dans les constitutions, comme la France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont écrit la laïcité dans les constitutions. Mais ils ont décidé être turc, être sunnite, c'était l'identité dominante. Alors, eux, ils nommaient les imams, ils payaient les imams, ils payent toujours les imams. Même à l'époque, même maintenant, je crois, parce que c'est de façon différente, ils écrivaient ce qu'ils vont dire les imams dans les mosquées. Parce que c'était des fonctionnaires, les imams. Alors, ce n'était pas une vraie laïcité. Et toujours, le mot laïcité, il était beaucoup utilisé par l'État. Mais on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Parce que laïcité, moi je comprenais quand j'étais enfant, c'était comme le fascisme. C'est une chose comme, parce que c'est les mauvais et les méchants qui disaient, parce que mon père était en prison aussi, il est resté 5 ans. Alors quand j'ai entendu le dictateur du mot communisme et arménien, il disait beaucoup pour des insultes, après il parlait de laïcité. Je ne comprenais pas. Après, j'ai vu bien que, après les défaites de la gauche, et c'est le même armée qui ont créé les groupes islamistes en Turquie, après contre les Turcs, premièrement contre la gauche turque, et après quand le mouvement kurde il est devenu assez fort, c'était contre le mouvement kurde. Ils ont beaucoup nourri, même avant le Erdogan, je parle des années 80, des années 60, c'est l'État qui se dit laïque, mais qui ne veut rien dire, qui a nourri tous ces groupes, qui a créé tous ces groupes dans l'Empire ottoman. C'est pour cela, le mouvement féministe, il n'était pas dans ces discussions de laïcité, etc. Mais, parce que le problème, c'était plutôt le militarisme, le patriarcat, le militarisme, le nationalisme, qui n'est qu'une forme de la modernisation de le patriarcat, parce que le patriarcat avait changé de forme.
le patriarcat ottoman était différent. Et même les modèles d'hommes et femmes étaient différents. Le modèle d'homme ottoman, c'était, il ne faut pas beaucoup parler, il faut rester comme ça, mais le modèle d'homme moderne est différent, par exemple. Alors, les féministes, ils ont expliqué ça, c'était ça qui était important, c'était plus urgent pour les féministes. Mais après, il faut bien dire qu'il n'y a pas... Moi, je parle de la ligne qui est plus forte. Mais quand un mouvement se développe, il y a plusieurs choses qui se passent. Par exemple, dans le mouvement kurde, avant, le mot féminisme était interdit parce que Öcalan, le leader, ne voulait pas, il n'aimait pas le féminisme. Et comme il est considéré comme la source idéologique des femmes, mais à la prison, il a lu quelques livres de féministes. Alors il a dit, le féminisme, c'est quelque chose de bien important. Et maintenant, les femmes kurdes parlent de féminisme. Ça aussi. Alors, à l'époque, les femmes kémalistes, maintenant on passe à la Turquie, ne parlaient pas du féminisme parce qu'ils étaient contre. On n'a pas besoin du féminisme parce que c'est quelque chose qui divise la nation aussi. Mais quand le mouvement féministe est devenu assez important, assez fort, parce qu'elles ont utilisé plusieurs tactiques d'adaptation aussi. Par exemple, quand l'Europe, il y avait eu l'approchement de l'Europe, etc., elles ont pris beaucoup d'argent aussi. Elles ont utilisé les fonds internationaux, mais il y a eu des groupes qui sont professionnalisés, mais pas tant que ça. Plutôt, il y avait un radicalisme pragmatique. Elles ont utilisé cet argent pour un peu passer à l'Anatolie, pour faire d'autres choses, etc. Alors, le mouvement féministe, il a été un peu grandi. Et c'est pour cela, dans cet espace, les femmes qui avaient créé l'association des femmes à l'époque, mais qui avaient aussi plein d'expériences contre les violences faites aux femmes, parce qu'ils étaient sur le terrain aussi. Et ces femmes, elles avaient même devenu un peu féministes entre-temps. Même il y avait plusieurs femmes de ces associations, elles étaient exclues par le parti. Parce que quand tu es dans le terrain, je parle des femmes kémalistes, parce que quand tu es dans le terrain, tu vois beaucoup de problèmes, etc., ça te transforme. Et quand ça te transforme, tu veux créer d'autres choses. Tu veux créer... Alors, il y a plein de groupes post-kémalistes, peut-être, qui ont créé aussi. Alors, il y a une multiplicité aussi autour du mouvement féministe. Et l'État a revendiqué de créer autour de lui un réseau féministe, mais plus proche à l'État. Alors, mais c'était plutôt des groupes post-kémalistes qui se disent féministes aussi. Mais ce n'est pas la ligne radicale du mouvement féministe. Mais il y a une multiplicité dans le mouvement féministe, ce qui est bien aussi. Et il y a des débats assez forts. Mais ces débats ne divisent pas le mouvement comme si c'est le cas comme la France. Parce que le contexte conflictuel aussi ne permet pas ça, je crois. C'est une chance, je peux dire. Alors, pour la laïcité, aujourd'hui, il y a un problème, bien sûr, mais ce n'est pas un problème de l'islamisme seulement. Je crois qu'on vit un problème, on mange la même soupe avec des différentes cuillères, je pense. Parce qu'il y a un néoconservatisme et néolibéralisme qui domine maintenant dans tout le monde entier. Et cette conservatisation met en difficulté plusieurs droits qui sont acquis. Et comme en Turquie, les droits ne sont pas acquis par les luttes sociales, c'est commencé très tard les luttes sociales. Oui, le mouvement féministe a changé à partir des années 80, il a changé plein de lois. Moi, j'étais dedans quand j'étais en Turquie. On a fait des luttes très très actives. Mais c'est très peu entre les droits qu'on avait eus de notre naissance. C'est pour cela qu'il y a des dangers très très importants. Mais je crois que le mouvement féministe, il a dépassé une limite assez importante. Il a dépassé un niveau assez important grâce à ces tactiques d'adaptation. Maintenant, dans toute l'Anatolie, il a pu créer des réseaux pas grands, bien sûr, petits, mais qui commencent
avoir des effets importants. Et le mouvement, comme le mouvement kurde aussi, il est dans cet espace militant. Une côté du mouvement kurde, il est en Syrie, il est dans une lutte armée, mais une côté, la partie légale, il est dans les coordinations, des collectifs, etc. Alors ils sont dans l'espace militant. Eux aussi, ils changent, comme les groupes de gauche, parce que c'est un espace multi-organisationnel. Même s'il y a des conflits, ils sont ensemble. Et le mouvement kurde aussi, il a beaucoup changé dans cette époque. Et comme ils voyaient que les femmes est un symbole de leur lutte aussi, alors ils ont ouvert un espace assez important pour les femmes dans la région. Et par exemple, toutes les mairies kurdes là-bas, ils travaillent avec des groupes féministes qui sont à Istanbul. Alors les féministes, quand il s'agit des mairies, ils créent des maisons des femmes, plein de choses. Alors ça ne va pas donner très vite un résultat dans le court terme. Mais tous ces travaux qui continuent, ce qui est important, ils ne sont pas très visibles dans les manifestations, etc. Quelquefois, quand il y a une dimension émotionnelle, quand il y a quelque chose, tout le monde peut sortir. Mais quand même, je crois que c'est important, il y a un changement assez important. Et même pour les dernières élections, moi je ne suis pas très déçue parce que je savais qu'il y a une répression meurtrière. Malgré cette répression, 10%, c'est pas... Je ne parle pas du Parti socialiste, je parle de l'extrême gauche extrême, qui en Turquie c'est plus difficile d'utiliser ces mots-là, des féministes, des LGBT, des Kurdes, et ils ont eu 10% malgré les répressions. Alors il y a un développement. Mais aussi, tous ces changements, je crois qu'il va donner les résultats un peu plus tard. Et quand on me demande l'islamisme, etc., je dis toujours que les Turcs, les Kurdes, pas tant que ça, mais les Kurdes, comme il y a une lutte de mouvement kurde là-bas, ils sont un peu sauvés, mais les Turcs, ils sont un peu alcooliques, c'est difficile de les islamiser. Alors, par rapport au... Dans le mouvement féministe, c'était un débat très important avant l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Parce qu'il y avait avant l'arrivée de l'AKP et après l'arrivée de l'AKP, c'était important. Et je ne sais pas si vous pouvez voir un peu l'AKP ou Erdogan, il s'appuie sur quoi un peu? Parce que si je vous ai dit que le voile était une résistance, un symbole de résistance même, et les kémalistes, les créateurs, les constructeurs de la nation, c'était des élitistes, et aussi c'était des nationalistes. Alors Erdogan, il s'est montré comme l'enfant du peuple réprimé, mais pas kurde, mais du côté turc, mais parce que les Turcs aussi, des Anatoliens aussi étaient réprimés. Alors il est sorti comme, parce qu'il y avait quand même, pas politique, mais il y avait quand même des formes de résistance, ne pas envoyer ses enfants à l'école, ou je ne sais pas, de créer des petits réseaux clandestins, etc. Et lui, il s'appuie sur cela. Alors il s'est montré un peu comme l'enfant du peuple qui lutte contre les élitistes, même contre l'armée, etc. Alors, avant lui, il y avait un problème assez important aussi, parce que, comme je vous ai dit, il y avait une sorte de laïcité, mais aussi très formelle. Les filles voilées ne pourraient même pas entrer de la porte, mais pour visiter quelqu'un, elle peut entrer, non? Elle peut entrer pour visiter, elle peut entrer. C'était peut être une mère qui vient, je ne sais pas, pour voir sa fille. Elle ne pouvait même pas entrer à l'université. Pas toutes les écoles aussi, tous les endroits publics. Alors, il y avait plein de filles qui avaient gagné le concours, mais ne pourraient pas aller à l'université. Alors, dans le mouvement féministe, c'était une discussion assez importante, parce que un groupe disait que ce n'est pas notre problème, on a des priorités, on a d'autres priorités, on ne peut pas s'occuper de ça, mais dans les années 80-85, non, 90-95, il y a eu des discussions assez importantes. Mais à un moment donné, par exemple, moi, j'ai mis le voile. On a fait une... Voilà. Mais pour 5 minutes. Trop minutes. Mais mon procès continuait, comme toujours.
Et mes avocats m'ont dit, tu n'as pas fait bien fait parce que les juges étaient... tu fais toujours... Alors c'était parce qu'il y avait plein de filles qui se suicidaient à cette époque. Et moi j'ai dit que l'AKP était en train de se développer. Et moi, on était très peu à cette époque. On était 4-5. Et il y avait des très connus, quelques connus artistes ou écrivains, etc. aussi. Mais on était, en tant que féministes, on était 2 ou 3. On était 2 ou 3 à l'époque. On a fait une conférence de presse. J'ai parlé de Voltaire qui disait que je peux être contre à vous aider, mais nanana. Et après, j'ai dit que je suis contre l'AKP, je suis contre à mettre le voile, mais pour lutter à cet enfermement, il ne faut pas que ces femmes soient des victimes. Tant qu'elles sont victimes, je ne peux pas lutter parce qu'il y a toujours des enterrements, il y a des pleurs, des pleurs, des pleurs. Alors, c'est nous qui devons... Alors, j'ai dit que je veux lutter aussi contre l'enfermement, mais pour pouvoir lutter, je ne veux pas que l'État intervienne comme ça, etc. Après, c'est créer une discussion dans le mouvement féministe, mais comme les autres féministes qui ont fait d'autres choses aussi, comme moi, que j'ai fait. Et après, il y a plein de femmes musulmanes à cette époque, elles ont commencé à participer à nos réunions et à nos manifestations. C'était très, très important. Mais ça créait des discussions dans leur groupe aussi. Alors, pourquoi elles s'approchent à nous, pourquoi, etc. Une avait fait une déclaration là-bas, nous voulons faire une discussion dans notre groupe. Elle a écrit même, ils ont fait une tract, elles ont distribué à tout le monde. Pourquoi dans le mosquée, dans le plus belle, sous le plus belle partie de la mosquée, c'est les hommes qui font le prière et nous sommes toujours derrière. Elle faisait cette lutte. Alors, est-ce que le féminisme, ça veut dire seulement l'égalité? Non, bien sûr. Après, il faut discuter tout parce que je vous ai dit, les femmes turques, elles ont un problème à cause de l'égalité. Alors, faire les prières c'est pas seulement une revendication féministe, mais c'est important de pouvoir discuter tout ça et de pouvoir se toucher, parce que quand on se touche, comme je vous ai dit pour les autres mouvements, il y a des voyages, des idées, des voyages, des expériences, etc. Et je crois que plusieurs femmes musulmanes, elles ont été assez actives à cette époque, mais après, quand l'AKP est devenu au pouvoir, il a pris le pouvoir, et après, les situations de ces femmes musulmanes ont un peu changé. La plupart, ils ont dit qu'elles ont un peu été exclues parce qu'avant, elles étaient un peu le symbole, elles étaient importantes, etc., parce qu'elles étaient dans la contestation. Maintenant, c'est de nouveaux types de femmes qui sont mis en avant par le gouvernement néoconservateur, néolibéral, parce que l'AKP, il est avant tout très néolibéral, c'est une partie qui change tous les droits sociaux, etc., aussi. Et c'est pour cela, maintenant, tous ces valeurs musulmanes sont in. Avant, c'était out. Alors, ils sont très in. Alors, c'est même devenu une mode. Le mariage, tous les anciens, le mariage avec des... Même, il y a plein de féministes, anciens féministes qui se marient. Mais pas pour non, on n'est pas comme ça, mais voilà. Mais ce n'était pas le cas avant. La première action du mouvement féministe en Turquie, c'était de divorce collectif. Alors, se marier, mais je crois que c'est pas seulement en Turquie. Le néoconservatisme, c'est partout. C'est le réveil de tous ces anciennes structures. Voilà. Voilà, maintenant, c'est difficile la situation, mais j'espère que toute cette expérience de lutte et de discussion va continuer. Merci beaucoup. Donc, pour ça, je suis très intéressé en fait au rapport entre les politiques d'ordre néolibéral, comme vous disiez, donc la rationalité néolibérale en fait, aussi en Turquie en ce moment, et le fait que les droits sont en Turquie ne sont pas obtenus par les droits des femmes. Les droits des femmes. Oui, par les luttes sociales sur la base des droits individuels. Ah non, les droits sociaux sont vraiment, ont gagné avec les luttes sociales très très importantes en Turquie. Il y a eu des luttes sociales dans les années 60, 70,
très très important. Ils ont changé plein de lois. Je vous disais, il y avait des grèves qui étaient très très massives et c'était un danger à l'époque pour l'OTAN, plein de choses, parce qu'il y a eu une transformation sociale et les femmes ne pouvaient pas être l'actrice de cette transformation. Exactement, mais quand vous parlez des droits des femmes ou des minorités, donc ça c'est différent, ça change. Et pour la gauche, c'était la même chose. Les homosexuels étaient une perversité bourgeoise, mais il y avait un problème de femmes, ils acceptaient par-ci, mais ils disaient que c'est après les révolutions. Pour le problème kurde, ils acceptaient, mais ils disaient après les révolutions. Pour le génocide des Arméniens, ils n'étaient pas très... parce que ils étaient très influencés par le kémalisme aussi. Parce que le kémalisme avait fait un discours anti-impérialiste, les Arméniens sont des traîtres, ils étaient des collabos avec les Français, les Anglais, etc. Mais des Russes aussi. Mais quand même, il y avait une sensibilité aussi, on a tué un peu beaucoup, voilà. Mais toutes ces questions, c'est après les révolutions. J'ai une question. Ouais. Comment Erdogan se positionne en fait par rapport à Atatürk? Parce que ça a l'air très ambivalent sa position. J'avais visité le mausolée d'Atatürk à Ankara. Ouais. Et avec des amis turcs. Et il me semble qu'il y avait des photos de Erdogan lors d'une cérémonie pour les 100 ans de la République, tout ça. Ouais. Puis mes amis turcs m'avaient dit bon, il est là, mais c'est à contre-cœur en fait. Il n'aime pas trop finalement Atatürk, enfin, ça fait mal et il veut s'en éloigner. Ouais. Du coup, je ne comprenais pas trop la position. Oui, moi je ne comprends pas et je n'admire pas beaucoup pourquoi en France on parle trop d'Erdogan. Il est très. C'est bien de discuter toutes ces structures politiques, économiques, etc. Parce que, par exemple, le dernier gloire, disons, de l'AKP, c'est pas seulement les manières de Erdogan, parce que le parti nationaliste en Turquie, il est divisé en deux. Et disons, il y avait un type qui s'appelle Turkish, qui était le PEN de la France. Et son fils, comme sa fille, Marine Le Pen, il avait pris le relais. Et lui, il a quitté le parti il y a quelques mois. Il a participé à l'AKP et tout, il a amené tout. Et après, tous les anciens comment on dit, de Gladio, on dit en Turquie Gladio, l'équipe de Gladio, de la police, de l'armée, etc., de l'époque de 90, c'est la guerre où il y avait plein de morts dans très peu de temps. Eux, ils ont fait une déclaration il y a quelques semaines, ils ont dit nous soutenons AKP. Alors c'était un rapprochement parce qu'il y a un problème avec les Kurdes en Syrie, etc. L'État, le mécanisme de l'État, il est en danger. Alors, alors les nationalistes, qui étaient un peu que l'AKP, pour le rapprochement à l'Union européenne, etc., un peu étaient contre, maintenant ils se sont mis ensemble. Voilà, il y a ces dimensions-là. Mais comme Erdogan, il est un peu populiste, comme un peu Sarkozy, Berlusconi, etc., on parle beaucoup de lui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense sur Atatürk, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup non plus. Mais je peux vous dire que ce parti, comme les frères musulmans, disons, dans le Moyen-Orient, ils veulent un peu liquider la ligne de base. Comme ils voulaient dépasser la ligne de base pour créer un nouveau système. Et l'AKP était un candidat de néolibéralisation de ce pays avec une médaille néo-ottomane. Alors, ce n'était pas Atatürk le symbole de ce nouveau nationalisme néo-ottoman. Voilà. Ce n'est pas Atatürk qui est le symbole de ce néo-nationalisme néo-ottoman. C'est pour cela qu'il utilise beaucoup des images des anciens chars, padishahs, vous dites en français, c'est sultans, etc. Il fait les mêmes sortes, etc. Il a plein de soutien dans le Moyen-Orient quand il fait ça. Voilà. Il fait un autre type de populisme que Atatürk n'avait pas fait. Et surtout, ce parti, je vous ai dit, il a
il a pu sortir grâce au populisme contre l'élitisme des kémalistes. Alors il s'était vraiment positionné à ça. Juste, voilà, peut-être pour que personne ne soit frustré, prendre une dernière salle de questions, parce que ça va être la dernière, sans doute. Sylvette? Sur les mouvements féministes et leur stratégie dans la période récente, ce que tu as rappelé plein de fois, que les femmes ont été utilisées, mises en avant ou cachées, ou etc. On le voit dans toutes les guerres, on l'a vu à part la guerre de 14, en Algérie on l'a vu, toutes les révolutions deviennent féministes tout d'un coup. Pour le mouvement kurde maintenant, ça paraît aussi très fort qu'on met les féministes, les femmes en avant pour s'en servir. Et tu as dit, mais ça a créé quand même des maisons des femmes, des discussions, etc. Comment est-ce que les féministes actuelles essaient de lutter contre le fait que quand ça sera fini, on les renverra à la maison? Alors, d'autres questions peut-être pour terminer cette séance? Ça suffit peut-être, on va discuter après parce qu'il y aurait une autre séance aussi. Moi du coup, alors j'enchaîne parce que c'est un tout petit peu connecté avec je me posais la question et peut-être où tu pourras participer aussi sur l'usage des femmes soldates, des femmes combattantes dans toutes ces histoires militaires. Du coup, je sais par exemple que ça marche pour le mouvement kurde, la visibilité des femmes combattantes, des femmes combattantes de communication. En Israël, je pense que c'est le cas aussi. Tu as cité la fille d'Atatürk, cette pilote de chasse, etc. Comment, ces femmes soldates qui sont prises dans ce militarisme nationaliste, etc., comment, un petit peu dans le sens de... Comment du coup leur image est utilisée pour dans des causes, dans toutes ces causes qui sont pas forcément... Alors là, je vais répondre à la première question d'abord. Le mouvement féministe, comme je vous ai dit que c'est un espace de convergence et c'est un espace de débat, de discussion. Aussi, il n'y a pas un mouvement féministe homogène. Alors, il y a multiples groupes et aussi, ce qui est important, la plupart des militants ne sont plus dans les structures aussi. Il y a plusieurs espaces de débat, mais aussi espaces de mobilisation aussi. Alors, moi, ce que je peux dire, par exemple, alors dans le mouvement féministe à Istanbul, à Ankara, dans les grandes villes, il y a plusieurs tendances qui disent que d'accord, c'est comme ça, on accepte, mais il faut être solidaire. Ce qui est important. Alors, il y a une critique qu'elles font, mais c'est difficile. Par exemple, quand je suis sortie de la prison, si vous voulez, moi j'ai vu plein de choses en prison. Les gens s'entretuaient. Il y avait des crimes dans la prison que les militants faisaient. Quand je suis sortie de la prison, je n'ai pas pu parler de ça autrefois. Parce qu'à l'époque, l'État faisait une opération dans la prison. Quand j'étais là, dans ma prison, il a tué 20 de personnes, de jeunes, parce qu'il avait créé des nouveaux prisons de haute sécurité. Alors, il voulait tous amener là-bas, parce que quand j'étais en prison, c'était des conditions de dortoir. Alors, tous les prisonniers politiques étaient ensemble. Moi, j'étais dans une époque assez intéressante. Et après, ils ont décidé de détruire toutes ces prisons, les amener là-bas. Il y a eu des résistances, les gens ne voulaient pas passer à des cellules. Et à cette époque-là, moi j'étais dans les prisons, juste après je suis sortie, et je n'ai pas pu dire rien. Alors, comme il y a l'État, il y a un système pour à peu près tous les féministes un peu fascistes, alors on ne peut pas discuter, on ne peut pas faire des critiques, pourquoi à haute voix non plus. Voilà. Alors, même s'il y a des discussions internes, même s'il y a des critiques, ça n'empêche pas à la solidarité contre toutes ces répressions aussi. Et aussi, c'est hallucinant, c'est impressionnant, pardon, de voir toutes ces transformations dans l'espace militant kurde aussi, parce que c'est comme une révolution. Plein de femmes deviennent très actives, etc., etc. Mais comme les féministes ont une mémoire de leur critique contre le système kémaliste, c'est un peu... Alors,
plutôt la tendance qui est plus forte de partir là-bas, de travailler ensemble, de développer ensemble plusieurs choses, comme il y a des espaces qui permettent ça, parce qu'il y a des mairies, il y a plusieurs endroits qui on peut travailler ensemble. Voilà, c'était ça ma réponse. Et, alors en France, dans le monde entier, il y a plusieurs recherches là-dessus. Seulement, je peux dire, Joufa qui a fait plein de travail sur l'Amérique latine, etc., etc. C'est très... Ah, j'allais dire une autre chose aussi. Il n'y a pas un danger que ces femmes entrent à la maison après la... Parce qu'il y a un processus qui dure depuis très longtemps, et ce n'est pas seulement pour les Kurdes, je parle, ce n'est pas seulement dans la montagne. C'est aussi dans l'espace politique et social. Alors, il y a par exemple à Diyarbakır, je crois que 30 ans d'organisation de féministes, femmes, etc. Alors, ils ont des bases assez importantes. Mais je connais plusieurs groupes féministes à Diyarbakır qui critiquent le mouvement kurde, comme Kadar, etc., et qui sont critiqués par les militants kurdes qui sont proches mouvement kurde, et elles restent seules aussi. Mais elles font plein de choses aussi, elles ont plein d'organisations. Alors, il y a plein de femmes qui sont un peu exclues du parti, du groupe, etc., mais qui essaient de résister sur le terrain, de faire des choses là-bas aussi. Mais en même temps, c'est très dynamique le processus. Il faut voir comme ça, il n'y a pas des positions très dures, parce que comme il y a plusieurs dynamiques qui s'influencent, le mouvement kurde aussi, change, parce que quand il y a 10 ans, quand il s'agissait de quelques organisations de femmes à Diyarbakır qui ne sont pas des liens avec le mouvement kurde, vraiment elles ont vécu une difficulté très très difficile, difficulté très forte. Elles se nommaient antimilitaristes aussi, Kadar, et c'est pour cela qu'elle disait que nous sommes féministes et antimilitaristes, nous ne pouvons pas être avec ce groupe, et nous ne sommes pas d'accord avec leur organisation, association de femmes autour de nous, nous voulons créer le féminisme ici. Et c'était des femmes qui venaient de ces réseaux aussi. Et les féministes aussi travaillaient avec ces féministes, parce qu'elles faisaient partie du réseau féministe national aussi. Mais en même temps, les mêmes féministes travaillent avec les groupes pro-PKK, disons, mais qui sont en train de transformer. Voilà. Il n'y a pas une position statique. Il y a toujours une... Voilà. Et pour... J'ai pas bien compris ta question, mais... Moi, je peux dire quelque chose pour la présentation des femmes dans l'armée, mais le truc c'est que c'est pas vraiment mon terrain, mais par exemple en Israël, je sais pas si ça aide vraiment à revendiquer les choses féministes, parce que les femmes ils sont dans le soldat, déjà ils sont pas dans les rôles de combat, ils sont pas dans les rôles, enfin, vous savez, il y a une hiérarchie entre les femmes et les hommes aussi, et en général, il y a des critiques genre, on ne veut pas être des femmes qui apportent du thé, des commandeurs, ou vous savez, des choses comme ça. Et aussi, il y a des femmes druzes, par exemple, je ne sais pas comment dire en français ça, druzes. Voilà, ces femmes-là, par exemple, ils sont toutes exclues de l'armée parce que, en raison religieuse. Mais ce n'est pas ces femmes-là qui sont demandées si elles veulent être exclues ou pas. C'était vraiment des arrangements qui ont été faits au début d'Israël. Et c'était des chefs druzes qui ont décidé que, voilà, en raison de religieuse, on ne veut pas donner nos femmes à l'armée israélienne. Et en même temps, Sabia Gökçen, c'est pas moi qui dis, c'est une de mes directrices de thèse qui a écrit un bouquin qui est très bien, c'est The Myth of Military Nation. C'est Ayşegül Altınay, si vous voulez, je peux vous donner. Et là, il y a une histoire de Sabia Gökçen qui nous raconte que Sabia a renégocié sa sexualité quand elle acceptait cette mission, c'est-à-dire Atatürk a donné son arme à Sabia si jamais Sabia va être captée par des barbares, entre guillemets, et
elle va être une femme courageuse et va se tuer finalement pour charity, not charity, chastity. Donc c'est toujours c'est difficile la position des femmes dans l'armée. Enfin, c'est pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons physiques là. Je ne sais pas si c'est vraiment une réponse, mais c'est quand même définitif pour savoir plus. Si tu veux rien ajouter, on va peut-être conclure. Oui, enfin encore une fois, merci à tous les deux, merci à vous tous d'être venus. On aura notre prochain atelier le 21 janvier à la MMSH. Le programme il n'est pas encore définitif, donc on vous enverra un mail pour vous prévenir. Voilà, alors c'est pas vraiment terminé parce qu'on propose de poursuivre autour d'Anvers. Donc on va aller place de l'Anche, c'est à 3 minutes à pied, où on va y aller tous ensemble. Voilà, donc tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus pour continuer à discuter autour d'Anvers. Voilà, je pense qu'il y a toujours la table des livres dehors pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder. Ouais. Et encore merci à John Bernet d'avoir permis d'avoir ces 2 invités d'exception pour cette séance d'aujourd'hui. Merci. Voilà.